Cordes-sur-Ciel, citadelle solitaire dans le nord toulousain, fut fondée en 1222 par Raymond VII, comte de Toulouse. Par cette fondation, il voulait marquer la reconquête de son comté face aux barons du Nord et au roi de France, en continuité avec la volonté de résistance de ses ancêtres. Cela permettait aussi de mettre, en cas de guerre, les populations voisines à l'abri du pillage. Cordes est plantée sur une butte calcaire entre deux vallées profondes. Elle était protégée par 4 enceintes de remparts. Munie d'abondantes provisions de vivres, elle pouvait supporter un très long siège. Oui, mais l'eau. Comment avoir suffisamment d'eau sur un piton calcaire perché à 112 mètres au-dessus de la vallée? C'est ce que nous allons voir. Entrons dans la cité par la majestueuse porte des Ormeaux qui, depuis près de 8 siècles, monte une garde fidèle et silencieuse à l'entrée de la première enceinte. Poursuivons vers le sommet de la butte, en passant devant l'église Saint-Michel et sa tour de guet du XVe siècle, puis devant la maison du Grand Veneur, exemple typique des belles demeures gothiques cordaises. Voici maintenant la place de la Halle, où nous attend le puits couronné par sa margelle de pierre, récupérée dans la maison du Grand Veneur et mise en place en février 1914. Pour montrer la profondeur de ce puits, observez ce panneau sur lequel sont représentés à l'échelle le puits, qui transperce le piton de ses 114 mètres, la tour de Castelnau-de-Lévis, haute de 40 mètres, la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, fière de ses 78 mètres, plus, en toile de fond, le viaduc du Vior à 116 mètres. Considéré comme dangereux et inutile, ce puits fut fermé au XVIIe siècle. Dans les archives de Cordes, on peut trouver qu'un ouvrier fut payé en février 1647 pour ce travail. Ce fut grâce à l'œuvre obstinée du Spéléo Club Cordais qui, bénévolement chaque dimanche et jour férié, pendant 6 ans, de 1955 à 1961, dégagea 30 mètres de déblais que l'on put atteindre le fond à 114 mètres. Au musée, dans la pièce réservée au puits, on peut voir encore, à droite de la fenêtre, le cafat qui servit à remonter les déblais. Parmi les objets trouvés au cours de ces fouilles et qui sont exposés dans les vitrines, aucun ossement humain ne fut découvert. En revanche, on a trouvé des palais-disques qui servaient entre autres usages de bouchons pour les amphores, ainsi que des monnaies datant des règnes de Louis XIII et de Louis XIV.
Maintenant, le volume d'eau de 33 mètres cubes que contient le puits est toujours resté constant, de la côte de moins 102 mètres jusqu'au fond à moins 114 mètres. Pour la descente, nous allons utiliser un monte-charge tel que celui de l'époque, avec sa roue géante dite cage d'écureuil. C'est une réplique de celle qui existait au XIIIe siècle. Elle a été construite par l'association des bâtisseurs du Moyen-Âge à nos jours. Elle servait autrefois pour le puisage de l'eau aux grandes profondeurs ou bien la construction des grands édifices. Elle permet de lever des charges d'un poids 10 fois supérieur à celui de l'homme qui l'actionne. À l'époque, ce puits était l'un des plus profonds de ceux creusés en Occident. Réaliser un tel ouvrage fut un travail colossal. Dans les 33 mètres de sa partie haute, creusée dans le roc, le diamètre varie de 2,45 m à 1,54 m, puis s'élargit de nouveau à 2,16 m. Les 80 mètres de la partie basse sont bâtis en blocs de pierre d'un bel appareil régulier, posé à joint vif sans mortier. Le fond du puits est formé de dalles de pierre dont la périphérie s'encastre sous le mur cylindrique qui présente un diamètre constant de 1,83 m. L'axe du puits n'est pas vertical, il est incliné d'environ 1 degré. Est-ce dû à l'imprécision du fil à plomb sur une telle longueur ou à un ancien mouvement du terrain? Nul ne le sait. Commençant la descente, nous allons nous enfoncer vers les abysses. La partie creusée dans le roc présente des traces de pics et des alvéoles qui permettaient l'installation d'échafaudages et de plateformes relais. Le roc devient plus dur dans la partie médiane et des traces d'érosion apparaissent par endroits. L'œuvrier que vous pouvez voir utilise un dailleur et en taillant des outils identiques à ceux employés au XIIe et XIIIe siècle. La partie bâtie est faite de beaux blocs, chaque assise constituant une couronne cylindrique de rayon constant. Haut d'environ 30 cm, ils présentent des parements ciselés et sont layés en oblique sur leur face apparente. Cet aspect et les traces laissées par les outils font penser à des procédés de taille courants dans les monuments du XIIIe siècle. On peut voir encore les vestiges de l'abri mis en place par le Spéléo Club Corday pour se protéger d'éventuelles chutes de matériaux lors du déblaiement déjà évoqué. Pendant la croisade dite des Albigeois, plusieurs forteresses ou villes fortifiées n'ont pu soutenir un long siège par manque d'eau pour abreuver les défenseurs et pour lutter contre les incendies. Ce puits, au centre de corde, devait donc permettre dans l'esprit de ces bâtisseurs de lutter le plus longtemps possible et jusqu'à décourager les assiégeants. Dans de nombreuses controverses, les sceptiques développaient quantité d'arguments pour nier l'utilité de ce puits. Le poids de la corde, nécessairement très grosse, empêcherait le puisage. Le remplissage d'un récipient à une telle profondeur serait impossible. À la remontée, les chocs du seau contre la paroi le videraient de son contenu. Vu la présence d'eau plus bas dans la cité, par exemple à la fontaine du Rajol et à celle de la rue Chaude, une telle réserve était superflue. Le temps de la remontée serait prohibitif.
L'engin de levage, reconstitué par l'association des bâtisseurs du Moyen-Âge à nos jours, a permis d'infirmer tous ces arguments. Nous avons remonté un grand seau, rempli à ras-bord de 100 litres d'eau. Il a fallu 7 minutes pour le remonter et seulement 5 pour descendre jusqu'à l'eau. La démonstration qu'un puits d'une telle profondeur était utilisable comme réserve d'eau a donc été faite. Des études se poursuivent sur les variations du magnétisme à l'intérieur du puits, ainsi que sur l'hydrographie de la butte de corde. Il reste donc encore bien des inconnus. Pour conclure, nous voudrions dédier ce film au courage et à l'obstination de ces puisatiers du XIIIe siècle qui nous ont légué ce véritable fleuron de notre patrimoine.